Chapitre 21. Les princes. Au sujet du karim, une plante kiurdienne, voici leur dicton. 1 feuille pour dormir, 2 pour apaiser la douleur, 3 pour une tombe miséricordieuse. Vers l'aube, je finis par m'assoupir, pour être aussitôt réveillé par le prince Rurisk, qui écarta violemment le paravent qui servait de porte à ma chambre et bondit dans la pièce en brandissant une carafe débordante. L'ampleur du vêtement qui flottait autour de lui indiquait qu'il devait s'agir d'une robe de nuit. Je roulai vivement à bas de mon lit et réussis à me mettre debout en laissant la table de nuit entre nous. J'étais coincé, malade et sans arme, à part mon couteau de ceinture. « Vous êtes encore vivant ?» s'exclama-t-il stupéfait. Puis il s'approcha de moi en me tendant le récipient. « Vite, buvez ça. » « Je préférerais m'en abstenir, » répondis-je en reculant. Me voyant méfiant, il s'arrêta. « Vous avez avalé du poison, » me dit-il en détachant ses mots. « C'est un véritable miracle de Kranzuli que vous soyez encore en vie. Cette carafe contient une purge qui vous nettoiera l'organisme. Prenez-la, et vous aurez peut-être une chance de survivre. Il ne reste plus rien dans mon corps à nettoyer, » répondis-je, saisi de tremblement. Je dus me rattraper à la table. Je savais que j'avais été empoisonné quand je vous ai quitté hier soir. Et vous ne m'avez rien dit? Il était sidéré. Il se retourna vers la porte où venait d'apparaître le visage craintif de Ketriken. Elle avait les nattes ébouriffées et les yeux rouges d'avoir pleuré. Le danger est passé, et ce n'est pas grâce à toi, lui annonça son frère d'un ton sévère. Va lui préparer un bouillon avec de la viande d'hier soir, et apporte aussi des pâtisseries, pour nous deux, et du thé. Va donc, petite idiote. Ketriken déguerpit comme une enfant, et Rurisk fit un geste vers le lit. Allons. Faites-moi assez confiance pour vous asseoir avant de renverser la table à force de trembler. Je vais vous parler franchement. Nous n'avons plus le temps de jouer au chat et à la souris, Fitz Chevalerie. Nous devons discuter de beaucoup de choses, vous et moi. Je m'assis, moins par confiance que par crainte de m'écrouler si je restais debout. En toute simplicité, Rurisk prit place à l'autre bout du lit. « Ma sœur est impétueuse, » dit-il gravement. « Vérité, le pauvre, la découvrira plus enfant que femme, j'en ai peur, et c'est en grande partie ma faute, car je l'ai trop gâté. Mais si cela explique son affection pour moi, cela ne l'excuse pas d'avoir voulu empoisonner un hôte, surtout à la veille d'épouser son oncle. Vous savez, j'aurais partagé cet avis même en d'autres circonstances, dis-je. Et Rurisk éclata de rire. Vous tenez beaucoup de votre père. Il n'aurait pas dit autre chose, j'en suis sûr, mais que je m'explique. Ketriken est venu me trouver il y a plusieurs jours pour m'annoncer que vous veniez m'éliminer. Je lui ai répondu que cela ne devait pas l'inquiéter et que je m'en occuperais. Mais, je le répète, elle est impulsive. Or hier, elle a repéré une occasion et l'a saisie, sans se soucier de l'impact que le meurtre d'un invité pourrait avoir sur un mariage soigneusement négocié. Elle n'avait qu'une idée en tête. Se débarrasser de vous avant que ses vœux ne la lient au si-duché et ne rendent son acte inconcevable. J'aurais dû me douter de quelque chose lorsque je l'ai vu vous entraîner si vite dans les jardins. C'étaient les feuilles qu'elle m'a fait mâcher? Il hocha la tête et je me sentis très bête. Mais ensuite, vous lui avez tenu de si nobles discours qu'elle a fini par douter que vous soyez tel qu'on vous décrivait. Elle vous a donc posé la question, mais comme vous l'avez esquivée, en feignant de ne pas comprendre, ses soupçons l'ont reprise. Quoi qu'il en soit, elle n'aurait pas dû attendre toute la nuit pour me raconter son geste et ses doutes sur son bien-fondé. Pour cela, je vous présente mes excuses. Trop tard pour les excuses. Je vous ai déjà pardonné. M'entendis-je répondre. Rurisk me jeta un coup d'œil curieux. C'était une des phrases favorites de votre père. Il se tourna vers la porte à l'instant où Ketriken la franchissait.
il referma le paravent derrière elle et lui prit le plateau des mains. « Assieds-toi, » commanda-t-il d'un ton sévère, « et observe une autre façon de traiter un assassin. » Là-dessus, il s'empara d'une lourde chope sur le plateau et y but longuement avant de me la passer. Il jeta un nouveau coup d'œil à Ketriken, et s'il y avait du poison là-dedans, tu viens aussi d'assassiner ton frère. Il rompit une pâtisserie à la pomme en 3 morceaux. « Choisissez, » me dit-il. Il prit pour lui la part que je lui désignais et donna la suivante à sa sœur. Ceci pour que vous constatiez que ces aliments sont inoffensifs. De toute façon, je ne vois guère pourquoi vous me donneriez du poison ce matin, après m'avoir averti que j'avais été empoisonné hier soir, remarquai-je. Néanmoins, j'étais sur mes gardes, et je cherchais la plus infime trace de goût étrange dans ma bouche. Rien. C'était une excellente pâtisserie feuilletée que je mangeais, fourrée de pommes bien mûres et d'épices. Même si je n'avais pas eu l'estomac aussi vide, elle aurait été délicieuse. « Exactement, » dit Rurisk, la bouche pleine. « Et si vous étiez un assassin ?» Il lança un regard d'avertissement à Ketriken pour la faire taire. « Vous vous trouveriez dans la même position. Certains meurtres ne sont profitables que si nul ne sait que ce sont des meurtres. Ce serait le cas du mien. Si vous deviez me tuer sur le champ, ou même si je mourais dans le courant des 6 prochains mois, Ketriken et Jonki crieraient sur tous les toits que j'ai été assassiné. Ce serait un bien mauvais départ pour une alliance entre 2 peuples. Êtes-vous d'accord ? » J'acquiesçai. Le brouet chaud contenu dans la chope avait en grande partie calmé mes tremblements, et la pâtisserie avait un goût digne d'un dieu. Bien, nous nous accordons à reconnaître, donc, que si vous étiez un assassin, ma mort n'aurait aucun intérêt. Plus encore, ce serait une très grande perte pour vous, car mon père n'envisage pas cette alliance d'un œil aussi favorable que moi. Certes, il la sait aviser, mais pour moi, elle est plus qu'avisée. Elle est nécessaire. Répétez ceci au roi subtil. Notre population croît, mais l'étendue de nos terres arables est limitée, et la chasse ne peut nourrir qu'un nombre réduit de gens. Un temps vient toujours où un pays doit s'ouvrir au commerce, surtout un pays aussi montagneux et rocailleux que le mien. On vous a peut-être expliqué la coutume jaampienne qui veut que le souverain soit le serviteur de son peuple. Eh bien moi, je le sers de cette façon. Je donne ma petite sœur bien-aimée en mariage dans l'espoir d'obtenir en retour du grain, des voies commerciales et des biens venus des basses terres pour mon peuple, ainsi que des droits de pâture pendant les saisons froides, lorsque nos packages sont sous la neige. En échange de cela aussi, je suis prêt à vous fournir du bois, de ces grands fûts rectilignes dont Vérité aura besoin pour ses navires de guerre. Dans nos montagnes poussent des chênes blancs comme vous n'en avez jamais vu. Cela, mon père s'y opposerait, car il partage le sentiment ancestral de certains sur l'abattage d'arbres vivants. Et, à l'instar de Royal, il considère vos côtes comme un désavantage et l'océan comme une barrière. Moi, j'y vois ce qu'y voyait votre père, une vaste route qui mène dans toutes les directions, et vos côtes sont notre accès à cette route. Et il n'y a pour moi aucun mal à se servir d'arbres déracinés par les crues et les tempêtes annuelles. Je retins mon souffle. C'était là une concession énorme. Je ne pus qu'acquiescer à ces propos. Eh bien, acceptez-vous de rapporter mes paroles au roi subtil et de lui dire que je suis un meilleur allié vif que mort. Je ne voyais aucune raison de refuser. Tu ne lui demandes pas s'il avait l'intention de t'empoisonner ? Fit Ketriken d'une voix tendue. S'il me répond oui, tu ne lui feras jamais confiance. S'il répond non, tu ne le croiras sans doute pas, et tu le considéreras comme un menteur en plus d'un assassin. Par ailleurs, ne suffit-il pas d'une empoisonneuse reconnue dans cette pièce ? Ketriken baissa le nez et vira au cramoisi. « Allons, viens, lui dit Rurisk
en lui tendant une main conciliante. Notre hôte doit se reposer autant qu'il le peut avant les festivités de la journée. Quant à nous, retournons dans nos chambres avant que tout le palais se demande pourquoi nous nous promenons en vêtements de nuit. Et ils me laissèrent allongé sur mon lit, la tête fourmillant de questions. Qui étaient donc ces gens? Pouvais-je me fier à leur franchise, ou bien n'était-ce qu'une énorme comédie qu'ils jouaient, dans Hédas avec quel but? J'aurais voulu qu'Imbre fût là. De plus en plus, j'avais l'impression que les apparences étaient trompeuses. Je n'osais pas somnoler, car je savais que si je m'endormais pour de bon, rien ne pourrait me réveiller avant le soir. Des serviteurs se présentèrent bientôt avec des carafes d'eau chaude et d'autres d'eau froide, et un plat rempli de fruits et de fromage. Conscient que ces serviteurs étaient peut-être mieux nés que moi, je les traitais tous avec la plus grande courtoisie, et je me demandais par la suite si en cela ne résidait pas le secret de l'harmonie qui régnait dans le palais, que tous, domestiques comme membres de la famille royale, fussent traités avec la même déférence. Ce fut une journée de grande festivité. Les entrées du palais avaient été ouvertes toutes grandes, et les gens étaient venus de toutes les vallées, de toutes les combes du royaume des montagnes, pour assister à la déclaration de vœux. Poètes et ménestrels donnèrent leur spectacle. On échangea encore une fois des cadeaux. À cette occasion, j'offris solennellement les herbiers et les plantules qu'on m'avait confiés. Les animaux de reproduction envoyés des Siduchés furent exhibés, puis donnés à ceux qui en avaient le plus besoin, ou le plus de chance d'en tirer le meilleur parti. Ainsi, un bélier ou un taureau, accompagné d'une ou deux femelles, pouvait être remis à un village comme présent commun à tous les habitants. Tous les cadeaux, volailles, bestiaux, grains ou métal furent apportés au palais afin que tous puissent les admirer. Buric était là. C'était la première fois que je le voyais depuis des jours. Il avait dû se lever avant l'aube, pour que les bêtes dont il avait la charge soient aussi resplendissantes. Chaque sabot était huilé de frais, chaque crinière, chaque queue était tressée et entrelacée de rubans aux couleurs vives et de grelots. La jument destinée à Kétriken arborait une selle et un harnais du cuir le plus fin, et tant de clochettes d'argent pendaient à sa crinière et à sa queue que le moindre de ses mouvements déclenchait une symphonie carillonnante. Nos chevaux étaient des bêtes différentes de la race courteau des hirsutes des montagnes, et ils attiraient la foule. Kétriken passa un bon moment à contempler sa jument, admirative, et je vis la réserve de Buric fondre devant sa courtoisie et sa déférence. Lorsque je m'approchai, j'eus la surprise d'entendre le maître d'écurie s'exprimer dans un kurda hésitant, mais clair. Cependant, une surprise plus grande encore m'attendait cet après-midi-là. Des plats avaient été disposés sur de longues tables, et tous, résidents du palais et visiteurs, se servaient à volonté. Une grande partie de ce que nous mangions provenait des cuisines du palais, mais bien plus encore des gens des montagnes. Ils s'avançaient sans hésiter et déposaient des roux de fromage, des miches de pain noir, des viandes séchées ou fumées, des condiments ou des bols de fruits. Cet étalage aurait été tentant si mon estomac n'avait pas été si susceptible. Mais ce qui m'impressionna, c'était la façon dont cette nourriture était donnée. La royauté et ses sujets prenaient et offraient sans réserve ni murmure. Je notai aussi qu'il n'y avait ni sentinelle, ni garde aux portes, et tous se mêlaient et bavardaient en mangeant. À midi précise, le silence tomba sur la foule et la princesse Kétriken, seule, monta sur l'estrade centrale. En termes simples, elle annonça qu'elle appartenait désormais au Siduché et qu'elle espérait les servir au mieux. Elle remercia son pays de tout ce qu'il avait fait pour elle, de la nourriture qu'il avait produite pour la nourrir, de l'eau de ses neiges et de ses rivières, de l'air des brises des montagnes. Elle rappela qu'elle ne changeait pas d'allégeance par manque d'affection pour son pays, mais plutôt dans l'espoir d'un bénéfice pour les deux peuples. L'assistance garda le silence pendant son discours, puis pendant qu'elle descendait de l'estrade, après quoi les festivités reprirent. Rurisk s'approcha de moi pour prendre de mes nouvelles. Je fis mon possible pour l'assurer que j'étais complètement remis, bien qu'en vérité je n'eusse qu'une envie, me coucher et dormir. Les vêtements que maîtresse pressée m'avait imposés étaient à la dernière mode de la cour, et comportaient des manches et des pendeloques éminemment mal pratiques qui trempaient dans tout ce que j'essayais de manger.
et un cintrage inconfortable à la taille. Je me languissais de pouvoir m'éclipser loin de la presse et de pouvoir enfin desserrer quelques lassages et me débarrasser de mon col. Mais je savais que, si je m'en allais dès maintenant, Imbre froncerait les sourcils lorsque je lui ferais mon rapport et qu'il exigerait de savoir, par je ne sais quel miracle de ma part, tout ce qui s'était produit pendant mon absence. Rurisk dut percevoir mon envie de calme, car il me proposa tout à coup une promenade jusqu'à Séchenil. « Que je vous montre ce que l'apport de sang des Siduchés il y a quelques années a fait pour mes chiens. » Nous quittâmes donc le palais et suivîmes une courte allée jusqu'à un bâtiment de bois long et bas. L'air pur m'éclaircit les idées et me remonta le moral. Une fois à l'intérieur du chenil, Rurisk m'indiqua un enclos où une chienne surveillait une nichée de chiots roux, petite créature pleine de vie, aux poils luisants qui se mordillaient et se culbutaient dans la paille. Ils s'approchèrent de nous promptement, sans la moindre trace de crainte. Ceux-ci descendent d'une lignée de Castelserre et ils sont capables de suivre une piste, même s'il pleut des cordes, me dit fièrement le prince. Il me montra d'autres races, dont un tout petit chien aux pattes sèches et nerveuses qui, prétendit-il, savait grimper aux arbres à la poursuite du gibier. Quittant les chenils, nous ressortîmes au soleil, au rayon duquel un chien plus âgé se chauffait, paresseusement étendu sur un tas de paille. « Dors, mon vieux, » lui dit Rurisk, d'un ton enjoué. « Tu as engendré assez de chiots pour te passer de chasser, bien que tu adores ça. » Au son de sa voix, le vieux molosse se redressa et vint s'appuyer affectueusement contre les jambes de Rurisk. Il leva les yeux vers moi. C'était Fouineau. Je le regardais, ébahi, et ses yeux cuivrés me rendirent mon regard. Je tendis prudemment mon esprit vers lui et ne perçus, l'espace d'un instant, que de la perplexité. Puis soudain, un raz-de-marée de chaleur et d'affection partagée remonta de sa mémoire. Il ne faisait aucun doute que c'était désormais le chien de Rurisk. L'intensité du lien qui nous unissait avait disparu, mais il m'offrit une grande tendresse et des souvenirs chaleureux de l'époque où nous étions chiots ensemble. Je mis un genou en terre, caressai la robe rousse, devenue rude et hérissée avec les années, et plongeai mes yeux dans les siens, qu'une taie blanche commençait à brouiller. Une seconde durant, grâce à ce contact physique, notre lien redevint ce qu'il avait été. Je sus qu'il adorait somnoler au soleil, mais qu'il ne fallait pas le pousser beaucoup pour qu'il reparte chasser, surtout si Rurisk l'accompagnait. Je lui tapotai affectueusement le dos, puis m'écartai de lui. Quand je relevai les yeux, Rurisk me dévisageait d'un air curieux. « Je l'ai connu quand ce n'était qu'un bébé chien, » lui expliquai-je. « Buric me l'a envoyé au bon soin d'un scribe itinérant, il y a bien des années, » reprit le prince. « Il m'a donné beaucoup de plaisir, tant par sa compagnie qu'à la chasse. »« Vous vous en êtes bien occupé, je vois, » dis-je, et nous repartîmes vers le palais. Mais à peine Rurisk m'eut-il quitté que j'allais tout droit trouver Buric. Lorsque j'arrivai près de lui, il venait de recevoir l'autorisation de sortir les chevaux au grand air, car même la bête la plus placide devient nerveuse dans des quartiers confinés au milieu d'inconnus. Je saisis son dilemme. Tandis qu'il emmènerait certains chevaux à l'extérieur, il serait obligé de laisser les autres seuls. Il me regarda venir d'un air circonspect. « Avec ta permission, je vais t'aider à les déplacer, » proposai-je. Buric conserva une expression d'impassibilité polie. Mais avant qu'il pût ouvrir la bouche, une voix s'éleva derrière moi. « Je suis là pour ça, maître. Vous risquez de vous salir les manches ou de vous fatiguer à travailler avec des bêtes. » Je me retournai lentement, surpris du fiel qui perçait dans le ton de Cobb. Je jetai un coup d'œil à Buric, mais il ne pit pas mot. Alors, je le regardai franchement. « Dans ce cas, je vais t'accompagner, si tu veux bien, car nous devons parler de quelque chose d'important. » Je m'étais volontairement montré formel. Buric me dévisagea encore un moment, puis il dit « Occupe-toi de la jument de la princesse et de cette pouliche baie. Moi, je prends les grilles. Cobb, veille sur les autres en attendant. »
Je n'en ai pas pour longtemps. » Ainsi, je pris la jument par le harnais et la pouliche par la bride et suivis Buric qui, prudemment, faisait traverser la foule aux chevaux et les menait à l'extérieur. « Il y a un pré par là, » dit-il, laconique, et nous marchâmes un moment en silence. La presse se faisait moins dense à mesure que nous nous éloignions du palais. Les sabots des chevaux frappaient la terre avec un bruit agréablement mat. Nous arrivâmes enfin au pré qui s'étendait devant une petite grange pourvue d'une sellerie. À certains moments, j'eus presque une impression de normalité à retravailler aux côtés de Buric. Je décelais la jument, puis essuyais la sueur de nervosité sur ses flancs, cependant que Buric versait du grain dans une mangeoire. Il s'approcha de moi tandis que je finissais de bouchonner la jument. « C'est une beauté, » fis-je, admiratif. « Elle vient de chez le seigneur forestier ?»« Oui. » La sécheresse de sa voix coupa court à la conversation. « Tu voulais me parler ?» J'inspirai profondément, puis dis simplement « Je viens de voir Fouineau. Il va bien. Il a vieilli, mais il a eu une existence heureuse. J'avais toujours cru que tu l'avais tué, Buric, cette nuit-là, que tu lui avais fracassé le crâne, que tu l'avais égorgé, étranglé. J'ai imaginé des dizaines de moyens, des milliers de fois, toutes ces années. » Il me regardait d'un air incrédule. « Tu crois que j'aurais tué un chien à cause de ta conduite ?» Il n'était plus là, c'est tout ce que je savais. Je ne voyais pas d'autre possibilité, je croyais que c'était ma punition. Il resta un long moment sans rien dire. Quand il me regarda de nouveau, il avait le visage tourmenté. « Comme tu as dû me détester. Et te craindre. Pendant tout ce temps. Et tu n'as jamais appris à mieux me connaître. Tu n'as jamais songé. Jamais il ne ferait une chose pareille. » Je secouai lentement la tête. « Oh, Fitz !» s'exclama-t-il avec tristesse. Un des chevaux vint le pousser du museau, et il le caressa distraitement. « Moi, je croyais que tu avais une nature morose et entêtée. Et toi, tu t'imaginais que je t'avais fait un tort injuste. Pas étonnant qu'on se soit si mal entendu. »« Ça peut se réparer ?» fis-je à mi-voix. « Tu me manques, tu sais. Tu me manques affreusement, malgré nos différends. » Je le vis devenir songeur, et l'espace d'un ou deux battements de cœur, je crus qu'il allait sourire, m'asséner une claque sur l'épaule et m'ordonner d'aller chercher les autres chevaux. Mais soudain son visage se figea, puis s'assombrit. « N'empêche que ça ne t'a pas arrêté. Tu pensais que j'étais capable de tuer un animal sur lequel tu t'étais servi du vif, mais ça ne t'a pas empêché de continuer à t'en servir. »« Je n'ai pas le même point de vue que toi sur le vif, » dis-je. Mais il secoua la tête. « Mieux vaut que nous restions chacun de notre côté. C'est mieux pour tous les deux. Il ne peut pas y avoir de malentendu là où il n'y a pas d'entente. Je ne pourrai jamais approuver ce que tu fais, ni fermer les yeux dessus, jamais. Reviens me voir quand tu pourras dire que tu ne le feras plus. Je te croirai, car tu as toujours tenu ta parole avec moi. Mais jusque-là, chacun de son côté, ça vaut mieux. » Et il me laissa au bord du pré pour aller chercher ses chevaux. Je restai un long moment sans bouger, épuisé, l'estomac retourné, et ce n'était pas seulement à cause du poison des kétrichènes. Mais je finis par regagner le palais, et je circulais parmi la foule, je bavardais avec les gens, je mangeais, et je supportais même sans rien dire les sourires moqueurs et triomphants que Cobb m'adressait. La journée me parut plus longue que toutes celles que j'avais pu connaître. Pourtant, sans mon estomac qui me brûlait en gargouillant, je l'aurais trouvée passionnante. L'après-midi et le début de soirée furent consacrés à des tournois amicaux de tir à l'arc, de lutte et course à pied. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous participèrent à ces joutes, d'autant qu'apparemment, une tradition montagnarde voulait que celui ou celle qui les remportait en une occasion de si bon augure jouît de chance toute l'année. Ensuite, on se restaura encore. Il y eut des spectacles de chant et de danse, et un divertissement qui rappelait les marionnettes,
mais entièrement joué avec des ombres projetées sur un écran de soie. Lorsque la foule commença de s'éclaircir, j'étais plus que mûr pour aller me coucher, et c'est avec soulagement que je tirai le paravent de ma chambre et me retrouvai seul. J'étais en train de m'extraire de ma chemise mal commode, tout en songeant que la journée avait été bien étrange quand on frappa à mon nuit. Avant même que je puisse répondre, Severance écarta mon paravent et entra. « Royal désire vous voir, » dit-il. « Maintenant ?» demandai-je en clignant des yeux comme une chouette. « Pourquoi m'aurait-il envoyé à cette heure, sinon ?» répliqua Severance. Avec lassitude, je renfilai ma chemise et suivis le valet. Les appartements de Royal se trouvaient à un étage supérieur du palais. Ce n'était d'ailleurs pas vraiment un étage, mais plutôt une sorte de terrasse en bois, élevée sur un côté de la grande salle, avec des paravents en guise de mur et une manière de balcon du haut duquel on pouvait contempler la salle. Les pièces, sur cette terrasse, étaient superbement décorées. Certaines œuvres étaient manifestement kurdiennes, oiseaux aux couleurs vives peints sur des panneaux de soie et statuettes d'ambre, mais nombre de tapisseries, de statues et de tentures devaient être, à mon avis, des acquisitions de Royal pour son plaisir et son confort personnel. J'attendis debout dans l'antichambre qu'il eût fini de prendre son bain. Lorsqu'il parut enfin en chemise de nuit, j'avais le plus grand mal à garder les yeux ouverts. « Eh bien » fit-il d'un ton hautain. Je le regardai, le visage inexpressif. « Vous m'avez fait demander » lui rappelai-je. « Oui, en effet, et j'aimerais savoir pourquoi j'ai dû le faire. Il me semblait que tu avais reçu une sorte de formation dans ces choses-là. Combien de temps comptais-tu encore attendre avant de me faire ton rapport ?» Je restai coi. Jamais il ne m'était venu à l'idée de faire un rapport à Royal. À Subtil et à Humbre, oui, naturellement, ainsi qu'à Vérité. Mais à Royal ? « Dois-je te remettre ton devoir en mémoire, ton rapport ?» En hâte, je rassemblai mes esprits. « Désirez-vous entendre mes observations sur les Kurdas en tant que peuple, ou voulez-vous des renseignements sur les plantes médicinales qu'ils cultivent, ou bien... Je veux savoir où en est ta mission. As-tu déjà agi? As-tu un plan? Quand pouvons-nous espérer des résultats, et de quel ordre? Je n'ai nulle envie de voir le prince tomber raide mort à mes pieds sans que j'y sois préparé. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Jamais Subtil n'avait parlé aussi crûment, ni aussi ouvertement de mon travail. Même lorsque notre intimité était assurée, il tournait autour du pot, il procédait par allusion et me laissait tirer mes propres conclusions. J'avais vu Severance se retirer dans l'autre chambre, mais j'ignorais où il se trouvait à présent et à quel point les cloisons nous isolaient. Et Royal qui bavardait comme s'il s'agissait de ferrer un cheval. « Es-tu insolent ou stupide ?» fit-il d'un ton cinglant. « Ni l'un ni l'autre, » répondis-je, aussi poliment que possible. « Je suis prudent, mon prince, » ajoutai-je dans l'espoir de placer la conversation sur un niveau plus formel. « Ta prudence est ridicule. J'ai confiance en mon valet, et il n'y a personne d'autre ici. Alors, ton rapport, assassin bâtard, fit-il, comme si cette dénomination était le comble de l'humour et de l'ironie. Je pris mon souffle et fis un effort pour me rappeler que j'étais l'homme lige du roi, et qu'en l'occurrence, Royal était ce qui se rapprochait le plus d'un roi. Je pesai soigneusement mes mots. Hier, la princesse Kétriken m'a rapporté vous avoir entendu dire que j'étais un empoisonneur et que ma cible était son frère Rurisk. « Mensonge !» répliqua Royal. « Je n'ai rien dit de tel. Soit tu t'es maladroitement trahi, soit elle te sondait à l'aveuglette dans l'espoir d'obtenir des renseignements. Tu n'as pas tout gâché en lui avouant ton rôle, au moins. » J'aurais su mentir 1000 fois mieux que lui. Je laissai passer sa question et poursuivis. Je lui fis un rapport complet de mon empoisonnement et de la visite matinale de Rurisk et Kétriken, dont je lui répétais la conversation mot pour mot. Quand j'en eus terminé, Royal resta de longues minutes à s'examiner les ongles. Enfin, « As-tu déjà déterminé la méthode et l'heure ?» Je me contraignis à ne pas montrer ma surprise.
étant donné les circonstances, il me semblait qu'il valait mieux renoncer à la mission. Aucun cran, observa Royal avec dégoût. J'avais pourtant demandé à Père d'envoyer cette vieille putain de Dametin. Avec elle, Rurisque serait déjà dans la tombe. Mais sire, fis-je, s'il parlait d'Imbre sous le nom de Dametin, c'est qu'il ne savait rien. J'en étais presque sûr. Il avait des soupçons, naturellement, mais il n'était pas de mon ressort de les confirmer. « Mais sire !» répéta Royal en m'imitant, et soudain je me rendis compte qu'il était ivre. Physiquement, il tenait bien l'alcool, et je n'avais senti aucune odeur suspecte, mais l'ébriété faisait remonter son esprit mesquin à la surface. Il poussa un long soupir, comme si le dégoût que je lui inspirais lui ôtait les mots de la bouche, puis il s'affala sur sa couche au milieu des couvertures et des coussins. « Rien n'a changé, me dit-il. On t'a confié une mission, remplis-la. Si tu es malin, tout le monde n'y verra qu'un accident, d'autant plus que tu t'es montré franc et naïf avec Kétriken et Rurisque. Ils ne s'y attendront pas. Mais je veux que le travail soit fait, et avant demain soir. »« Avant le mariage ?» demandai-je, abasourdi. « Ne croyez-vous pas que la mort du frère de la mariée risque de la pousser à annuler la cérémonie ?»« Dans ce cas, ce ne serait que temporaire. Je la tiens au creux de ma main, petit. Elle est facile à éblouir. Mais c'est moi qui m'occupe de cet aspect-là de l'affaire. Toi, tu te débarrasses de son frère. Et tout de suite, comment vas-tu t'y prendre ?»« Je n'en ai aucune idée. » Cela valait mieux que de lui répondre que je n'avais pas l'intention de lui obéir. Je rentrerai à Castelserre faire mon rapport à Subtil et Imbre. S'il considérait que j'avais mal choisi, qu'il fasse de moi ce qu'il voulait. Mais je me rappelais Royal lui-même, il y avait bien longtemps, citant une phrase de son père. « Ne fais jamais ce que tu ne peux défaire avant d'avoir réfléchi à ce que tu ne pourras plus faire une fois que tu l'auras fait. »« Quand le sauras-tu » demanda-t-il d'un ton sarcastique. « Je ne sais pas, biaisai-je. Dans ce genre d'opération, il faut agir avec prudence et avec soin. Je dois étudier l'homme, connaître ses habitudes, explorer ses appartements, apprendre les horaires de ses serviteurs. Je dois trouver un moyen de... » Royal m'interrompit. « Le mariage a lieu dans 2 jours. » Son regard se brouilla. « Tout ce que tu dis, devoir découvrir, je le sais déjà. Mieux vaut donc que je prépare un plan moi-même. Reviens demain soir, et je te donnerai tes ordres. Et fais bien attention, bâtard. Je ne veux pas que tu agisses sans m'en informer. Une surprise me serait désagréable, et pour toi, elle serait fatale. » Il me regarda, mais je conservai un visage prudemment impassible. « Tu peux te retirer, » me dit-il d'un ton hautain. « Fais-moi ton rapport ici demain soir à la même heure, et ne m'oblige pas à envoyer Severance te chercher. Il a mieux à faire. En outre, ne va pas t'imaginer que mon père n'entendra pas parler de ton incurie. J'y veillerai. Il regrettera de n'avoir pas envoyé cette garce de thym faire son petit travail. » Il s'allongea en bâillant, et je sentis une odeur de vin mêlée d'une trace de fumée. Je me demandais s'il n'était pas en train de prendre les habitudes de sa mère. Je regagnai ma chambre, résolu à peser soigneusement toutes les possibilités et à formuler un plan. Mais j'étais si fatigué et affaibli par le poison qu'à peine étendu sur mon lit, je m'endormis.